Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter différentes histoires. Je sais pas si c'est forcément des histoires vraies ou fausses, mais j'ai voulu vous présenter ces histoires-là parce que le titre de la page où se trouvent ces histoires est un peu vaniteux, si on peut dire. On nous dit que ce sont des histoires d'horreur assez courtes qui vont nous effrayer encore plus que tous les films d'horreur qu'on a pu voir réunis. Donc normalement ça promet. C'est une petite expérience, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. J'essaierai d'alimenter ces histoires avec des images pour que l'immersion soit la plus totale, pour renforcer un peu les frissons. Mais on va bien voir du coup si ces histoires sont plus effrayantes que les films d'horreur qui nous ont le plus effrayés. Vous me direz ça en commentaire. Moi je vais vous raconter les histoires, je vous donnerai mon petit avis à la fin de la vidéo, tranquillement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour voir ces histoires qui vont nous effrayer encore plus que tous les films d'horreur inimaginables. Nous avons acheté une vieille maison, mon petit ami et moi. Il était en charge de rénover un peu tout, par exemple transformer la cuisine en une grande chambre, pendant que moi, mon travail, c'était d'enlever tout le papier peint. L'ancien propriétaire avait mis du papier peint absolument partout. Il en avait mis sur tous les murs et sur tous les plafonds. Enlever ce vieux papier peint avait quelque chose de satisfaisant. Ce que j'adorais, c'était enlever de longs rubans de papier peint. C'est ce qui me satisfaisait le plus. C'était comme si tu enlevais un long bout de peau morte, c'était quelque chose d'assez agréable. Je m'amusais à faire des petits jeux avec moi-même où je devais retirer le plus long morceau de papier peint. Il y avait une chose étrange dans cette maison, c'est que derrière chaque morceau de papier peint se trouvait un nom et une date. La curiosité m'a gagné, donc une nuit j'ai décidé de rechercher sur Google un des noms qui était inscrit derrière un morceau de papier peint. J'ai découvert que ce nom correspondait à une personne qui avait été portée disparue. En plus de ça, la date de la disparition correspondait à la date associée au nom sur le mur. Ma curiosité ne faisant que grandir, j'ai décidé de rechercher sur Google d'autres noms qui étaient inscrits sur les murs de ma vieille maison. Et chaque nom correspondait au nom d'une personne qui avait été portée disparue. Et les dates, comme le premier nom que j'ai recherché, correspondaient à la date de la disparition de la fameuse personne. J'en ai parlé à mon petit ami et nous avons rapidement appelé la police. La police est venue, ils ont fait quelques investigations dans notre maison et ils ont transformé notre habitat en scène de crime. Alors que des membres de la police scientifique étaient en train d'analyser le papier peint, j'en ai entendu un dire « oui, c'est humain ». Choqué parce que cette personne venait de dire « je dis humain, mais qu'est-ce qui est humain ?» Et le policier qui avait dit ça m'a répondu que le papier peint que j'ai retiré des murs n'était pas du papier peint, c'était de la peau humaine. C'est là que cette histoire s'arrête. Pour les nouveaux sur la chaîne, vous connaissez peut-être pas cette histoire. Cette histoire-là, je l'ai déjà racontée. Elle n'était pas exactement comme ça. Dans l'autre version que j'ai vue, elle était racontée un peu différemment. J'ai déjà raconté ça sur la chaîne. Et il me semble, à l'époque, quand j'avais fait cette vidéo-là, où je racontais cette histoire, l'histoire avait quand même pas mal choqué. Donc déjà, la promesse du titre, donc être plus choqué que des films d'horreur qu'on a pu voir, peut être tenue. Cette histoire-là, moi je l'aime beaucoup. Parce que on a le côté creepy, on a la révélation auquel on ne s'attendait pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de creepy, mais on ne savait pas forcément quoi. En découvrant l'histoire, on peut se dire que peut-être l'ancien propriétaire de cette maison est la personne qui a kidnappé les personnes disparues, et qu'il a juste noté sur les murs le nom de ses victimes. On peut se dire ça, première théorie. Deuxième théorie, on peut se dire que les victimes sont enterrées dans les murs. Mais je pense que à aucun moment on se doute réellement que le papier peint est composé en fait de la peau des victimes. Tu vois, je pense que ça on s'y attend pas forcément. Peut-être que si, hein. Peut-être que vous aviez cramé dès le début. Mais moi en tout cas, à l'époque quand j'avais découvert cette histoire, je l'avais pas tilté de suite. Ce qui est aussi creepy, c'est que tu te dis, l'ancien propriétaire n'a jamais été arrêté. Là peut-être qu'il va pouvoir l'être. Parce que logiquement, quand tu achètes un bien immobilier, je sais pas, hein, j'ai jamais acheté de bien donc je sais pas trop, mais il me semble que normalement dans un acte d'achat, de vente, tu as le nom de la personne qui te vend le truc, donc peut-être qu'il va pouvoir se passer quelque chose et arrêter cette personne. Peut-être que la personne qui a fait ces kidnappings plus ces meurtres a vendu sa maison, quelqu'un d'autre l'avait acheté, il l'a revendu, etc., etc. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, le nom du propriétaire qui est l'auteur de ces crimes va être difficilement trouvable. Mais ce qui est creepy également, c'est que du coup dans cette maison-là, il s'est passé des choses peu reluisantes, notamment du dépeçage d'êtres humains. Et ça c'est glauque. On passe à l'histoire suivante.
Je déteste quand mon frère Charlie doit s'en aller. Mes parents me disent toujours qu'il est malade, que moi je devrais me sentir chanceux d'avoir un cerveau où tout se passe bien. Et quand je me plains de mon ennui quand mon frère Charlie n'est pas là, mes parents me font culpabiliser en me disant que l'ennui de mon petit frère Charlie doit être bien supérieur au mien, sachant que lui, il est dans sa chambre à ne pouvoir rien faire. Lui, il est en quelque sorte enfermé dans sa chambre, dans le noir. Et toujours, je prie mes parents pour lui laisser une autre chance. Bien sûr, à force de supplier, mes parents ont accepté. Charlie est revenu plusieurs fois à la maison. C'était toujours des moments assez courts. À chaque fois, il se passe toujours la même chose. Les chats du quartier apparaissent soudainement dans son coffre à jouets, les yeux crevés. Différentes lames de rasoir de mon père se retrouvent sur les toboggans du parc pour enfants du coin. Les vitamines de ma mère sont remplacées par des pastilles pour le lave-vaisselle. Donc à cause de tout ça, mes parents à chaque fois se disent une dernière chance, une dernière chance, une dernière chance. C'est compliqué. Ils ont essayé de m'expliquer plusieurs fois que le trouble que mon petit frère avait le rendait en quelque sorte charmant, presque normal aux yeux des autres. Que les médecins qui s'occupent de lui pensent qu'il est enfin guéri de ses troubles et qu'il peut reprendre une vie normale. Je déteste quand Charlie doit s'en aller, à chaque fois. Ça m'oblige à faire semblant d'être bon, jusqu'à ce qu'il soit de retour. C'est là que cette histoire s'arrête. Alors cette histoire, elle est un peu chelou. Elle est un peu chelou dans la narration. Tout n'est pas forcément très clair, mais il y a juste la fin en fait qui nous indique clairement ce qui se passe. C'est simple. La personne qui raconte l'histoire, donc le frère de Charlie, en fait c'est lui qui commet tous les méfaits, si on peut dire, mettre les rasoirs dans les toboggans pour enfants, changer les pilules de la mère, et en fait c'est Charlie qui prend à sa place, et en fait le jeune homme qui raconte l'histoire, il veut que Charlie revienne comme ça, pour ne pas s'ennuyer, il va pouvoir commettre ses crimes, parce qu'en fait quand il fait semblant d'être gentil, c'est là qu'il s'ennuie, et du coup ce qui l'amuse vraiment c'est faire du mal aux autres, clairement, et ensuite faire porter le chapeau à Charlie. Donc en fait, si Charlie n'est pas là et que lui commet des méfaits, ses parents vont se rendre compte que c'est lui le problème, et pas Charlie. Du coup, ils vont inverser la position des deux. T'en as un qui va se retrouver en hôpital psychiatrique ou je ne sais quoi, et l'autre qui va pouvoir vivre une vie normale. Sauf que là, vu que l'enfant qui raconte l'histoire est clairement un psychopathe, il peut pas le faire. C'est pour ça qu'il fait seulement que tout se passe bien quand Charlie n'est pas là, et dès que Charlie revient, pouf, un petit méfait est commis, les parents se disent bah tiens il se passe quelque chose dès que Charlie revient, du coup c'est la faute de Charlie, boum, il s'en va. Ça là était un peu tricky, pas très clair je trouve dans la narration, mais on a ce petit détail sordide à la fin qui on va dire rehausse le niveau de l'histoire. Là je vais vous parler d'une histoire qui se passe à l'école, particulière, vous allez peut-être pas capter la fin de l'histoire, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer ce qui se passe. Moi-même, j'ai mis du temps un peu à comprendre. Donc peut-être que vous, à la première écoute, ça va pas venir, mais avec l'explication, vous direz « Ah oui, j'ai compris ». Tout le monde aime le premier jour d'école, non? Je ne pense pas. Nouvelle année, nouveaux cours, nouveaux amis. C'est une journée où il y a beaucoup de potentiel et d'espoir. Avant, bien sûr, que toutes les dépressions mortes de la réalité viennent gâcher tout ce plaisir. Moi, j'aime le premier jour d'école pour une raison différente. Vous voyez, j'ai une sorte de faculté. Certains pourraient appeler ça un pouvoir. Quand je regarde les gens, je peux en quelque sorte sentir leur aura. Je vois une sorte de contour coloré autour d'eux qui indique différentes choses. Ce contour indique en soi combien de temps il reste à vivre à la personne. La plupart des gens que je rencontre à mon âge ont une aura verte, sordide, ce qui veut dire qu'il leur reste encore beaucoup de temps à vivre. Il y en a certains qui ont des auras jaune-orangé, ce qui signifie qu'ils vont être victimes d'un accident de voiture ou d'une autre tragédie, mais en tout cas une mort prématurée. Il y a aussi ceux qui ont un aura rouge, vraiment rouge vif. Moi, je n'ai l'impression de voir qu'un panneau de signalisation ambulant. Mais cette aura-là a une signification bien particulière. Elle signifie que la personne qui est porteuse de cette aura va soit mourir assassinée, soit se donner la mort. Mais ce que cette aura indiquait également, c'est que ça allait venir assez soudainement. Ça n'allait pas se passer d'ici des années, ça allait vraiment se passer dans les jours à venir. Revenons au premier jour de la rentrée. Moi, je viens toujours en classe très tôt pour observer les auras de mes camarades. Le premier enfant qui est entré dans la classe rayonnait de rouge. Intérieurement, j'ai rigolé. Je me suis dit, dommage mon frère. Mais alors que mes camarades commençaient à rentrer de plus en plus dans la pièce, ils avaient tous cette même lueur intense, cette lueur rouge. J'étais choqué, je me disais que peut-être j'avais un problème, que ma capacité défaillait. D'un côté, ça me faisait un peu peur. Et puis, c'est mon professeur qui est entré en dernier dans la pièce. Il a fermé la porte, à clé. Son aura à lui était d'un vert sordide. C'est là que cette histoire s'arrête, je vous laisse 2 secondes pour essayer de comprendre. Ça vient peut-être pas tout de suite. Vous êtes en train de vous dire, attends, qu'est-ce qui se passe avec le professeur? Vert, attends, vert, ça veut dire qu'il va vivre longtemps. Mais pourquoi? Je comprends pas, etc., etc. Le truc,
en fait, c'est que, je vais vous le dire texto et vous allez comprendre, le professeur, il va tuer tout le monde. C'est aussi simple que ça. Lui, son aura est verte parce qu'il va vivre encore longtemps, donc peut-être même qu'il va tuer tout le monde et qu'il ne va pas se faire arrêter, mais tous les enfants qui rentrent dans sa classe ont une aura rouge. Le rouge veut dire soit tu te fais assassiner, soit tu te donnes la mort. Donc, on peut supposer que le professeur verrouillant en plus la porte de la classe à la fin de l'histoire, il va tout simplement assassiner tous les enfants. Ça, c'est très glauque. Celle-là aussi est un peu particulière. Je vous l'ai dit, moi, ça m'a mis un peu de temps de tout se mettre en place dans ma tête. J'étais là en train de comprendre, attends, mais pourquoi tu me parles d'aura, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, fallait, tu sais, que les neurones se connectent un petit peu pour essayer de comprendre. Et quand tu comprends, bah, tu te dis, c'est chaud. C'est chaud. Un professeur tueur d'enfants. Voilà, voilà. Là, on va avoir une histoire qui parle un peu de folie. Et j'aime bien. Voilà, je pense que je vous ai bien vendu l'histoire. Il a été dit une fois que la folie, c'est faire la même chose encore et encore, et s'attendre à des résultats différents. Je comprends ce qu'on veut dire derrière ce dicton, mais c'est faux. Je suis entré dans un bâtiment suite à un pari. J'étais à court d'argent, et je ne croyais pas aux légendes qu'on pouvait raconter concernant ce bâtiment qui était un vieil hôtel. Donc pour 50 $, j'ai décidé de m'y aventurer. Le pari était simple, atteindre le 45e étage. Allumer une lampe de poche depuis la fenêtre pour montrer qu'on y était arrivé. L'hôtel était vieux, il y avait beaucoup de choses qui étaient cassées en son intérieur, y compris l'ascenseur. Donc naturellement, sans ascenseur, il fallait passer par les escaliers. J'ai pris la cage d'escalier, j'ai commencé à monter. À chaque étage, il y avait une inscription, 15, 16, 17, 18, qui indiquait que j'arrivais bien à monter en haut de cet hôtel. Arrivé à un certain point, je me sentais un petit peu fatigué, mais jusqu'à présent, pas de fantôme à déclarer. Il n'y avait pas de cannibale, de démon. Cet hôtel, à part être un peu sordide, ne renfermait rien du tout. C'était plutôt simple. J'étais content. Content quand je suis arrivé dans la dernière série de chiffres, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Là, je me suis arrêté. J'ai regardé en bas des escaliers et je me suis dit que j'avais sûrement mal compté. Alors j'ai continué de monter. Et là encore une fois, 44. J'ai retenté l'expérience 15 fois. Et à chaque fois, pendant ces 15 fois, c'était le panneau 44 qui était indiqué à chaque étage. Je me suis dit que j'allais redescendre, et à chaque fois, le chiffre 44 était présent. Je ne savais plus quoi en penser, et c'est là que je me suis dit que je devenais fou. C'était ça, la folie. Pas faire quelque chose à plusieurs reprises et attendre que les résultats soient différents. C'était savoir que les résultats ne changeront jamais. Savoir que chaque porte mène au même escalier, au même numéro. Se rendre compte qu'on ne s'endormira plus, qu'on ne sait plus depuis combien de temps on court dans ces escaliers. Peut-être depuis des jours, depuis des heures ou depuis des semaines. C'est quand les sanglots deviennent des rires. Belle histoire, belle histoire. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la personne qui est dans les escaliers est totalement foutue? Je pense qu'on peut s'accorder sur ce point. Je pense. Est-ce que vous avez envie de tenter une expérience comme ça pour 50 $? Je pense que c'est peu cher payé. Après, en soi, même si c'est plus d'argent, à quoi ça sert de faire un truc comme ça si tu sais que tu ne verras jamais la couleur de l'argent? Tu vois, si je te dis, tu fais ça pour 1 million, t'aurais envie de le faire. Tu vois, si t'es pas au courant de l'histoire, tu te dis, vas-y, je le fais. Mais si tu es au courant de l'histoire et que tu te dis, ouais, tu connais l'histoire, si tu le fais, je te donne 1 million. Si tu ne sors jamais de cet endroit, tu ne recevras jamais les 1 million. Donc, est-ce que ce serait pas ça la folie? Oh, je me disperse un petit peu là. Je me disperse un peu trop. Les amis, on va s'arrêter là pour ces histoires. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance un peu plus chill. Alors, ces histoires, est-ce qu'elles vous ont plus effrayé que les pires films d'horreur que vous avez vus? Bon, personnellement, à part la première histoire, qui elle, pour le coup, est vraiment glauque, non, parce qu'elles sont narrées d'une manière assez complexe, tu vois. C'est assez particulier, tu comprends pas forcément tout de suite les trucs. Du coup, on va dire le côté creepy vient après quand tu comprends et pas directement. C'est pas un screamer, on va dire, qui te saute au visage, quoi. C'est plus dans la compréhension que tu te dis ah oui, c'est chaud, tu vois. Alors qu'un film d'horreur, t'as un screamer, blam, ça te saute dessus, tu vois. Y a pas forcément de compréhension derrière. C'est pas une fois que t'as vu le film, tu rentres chez toi et tu te dis ah en fait il y a ça. Ah oui, bah du coup ça fait peur, tu vois. C'est différent. En tout cas, j'ai bien aimé ces histoires. Il y en a plein d'autres. Des histoires un peu comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ces histoires, si vous les aviez compris quand je les ai racontées et pas forcément pendant mon explication. Dites-moi si vous voulez aussi que j'en fasse un deuxième épisode, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!